Après des moments d'attente, le président du Faso reçoit enfin le remplaçant de Tulinabo Mouchingui. André Robert Young, c'est bien de lui qu'il s'agit, est venu présenter sa lettre de créance au chef de l'État burkinabé. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur et par la même occasion, les lettres par lesquelles Son Excellence Barack Obama, Président des États-Unis d'Amérique, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso. L'ambassadeur plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique est marié et père de 2 enfants. Il a effectué des missions au Mali, en France, en Corée du Sud. Il parle couramment le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol et le coréen. Il a pour résidence Ouagadougou. À sa suite, c'est le Saoudien Walid Al-Hamoudi qui a eu droit au même cérémonial. Avant de poser ses valises à Ouagadougou, Al-Hamoudi a occupé diverses fonctions dans son pays. Il a même effectué des missions extérieures à Londres, à Abu Dhabi et à Houston. Il est marié, il a un doctorat en philosophie qu'il a obtenu en 1994. À l'issue de la réunion des assises sur le tarif commun des pays de la CEDEAO tenue à Ouagadougou, une délégation du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par son président Ibrahima Cissé Lo, est venue remercier le président Roch-Marc Christian Kaboré pour tout soutien dont le peuple burkinabé a eu à leur égard. Il en a profité pour lui faire part des conclusions des travaux. Nous voulons aller vers ce qu'on appelle l'harmonisation économique des politiques, c'est-à-dire un marché commun pour la CEDEAO, et ceci constitue une étape décisive vers l'intégration des peuples, parce que si nous favorisons le commerce intra-régional, si nous favorisons la libre circulation des personnes et des biens à travers la carte d'identité biométrique que le Sénégal est en train de mettre en œuvre, je pense que l'intégration devrait être un processus réussi. La sécurité est une priorité nationale, voire internationale. Comment alors lutter contre l'insécurité au Sahel? Pour y trouver des réponses, la NDA, une structure non gouvernementale, a organisé un forum regroupant des représentants des élus nationaux, des forces de défense et des organisations de la société civile du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Avec son Excellence le Président de la République, nous avons un constat tout à fait commun du fait que les questions de sécurité dans la sous-région ne peuvent plus se gérer uniquement sur le plan national, parce que les vulnérabilités auxquelles les pays du Sahel sont exposés sont de nature sous-régionale, les frontières sont très poreuses et les mauvais acteurs traversent assez facilement d'un pays à l'autre. Donc il y a besoin d'une solidarité sous-régionale pour combattre ces nouvelles vulnérabilités ou ces nouvelles menaces. Et le président a beaucoup apprécié cette initiative du NDI de rassembler les personnalités de 3 pays. Le président nous a aussi informé des dispositions qui sont déjà prises pour faciliter la collaboration des services de sécurité des 3 pays. Et il nous a souhaité plein succès dans cette démarche en espérant que nous pouvons aussi ramener d'autres pays du G5 Sahel dans ce réunion de réflexion pour que tout le monde puisse mutualiser les efforts et travailler ensemble. La NDA, la National Democratic Institute, est présente au Burkina Faso depuis 13 années. Son principal objectif est le renforcement des activités démocratiques des différentes couches de la société burkinabé. Il a consacré sa vie au bonheur du peuple cubain et à la lutte pour l'indépendance des peuples africains en particulier.
Il restera une source d'inspiration pour les peuples du monde. À sa famille, au peuple cubain et à son gouvernement, nos sincères condoléances au nom du peuple et du gouvernement burkinabé. Fidel Castro, président révolutionnaire de Cuba, a tiré sa révérence vendredi dernier à l'âge de 90 ans. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassade de Cuba ce mardi en vue de présenter ses condoléances. Vous savez que Fidel Castro n'est pas un militant comme tous les militants. Et c'est quelqu'un qui a consacré sa vie au combat pour la liberté, pour l'indépendance de Cuba, qui a payé des sacrifices, fait payer des sacrifices également à son peuple, qui a contribué également à la lutte pour l'indépendance d'un certain nombre de pays, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. C'est pourquoi nous pensons qu'il a assumé sa part de responsabilité dans l'histoire du monde. Et maintenant, l'homme pouvant disparaître, nous sommes convaincus que les idées qu'il a développées pendant des années vont continuer à être des sources d'inspiration pour les peuples opprimés. Je crois que c'est important. C'est pourquoi nous devons rendre un grand hommage à cet homme qui, durant toute sa vie, n'a recherché que le bonheur de son peuple, malgré l'embargo qui doit être imposé. Pour l'ambassadeur, c'est un acte de solidarité que le président du Faso vient de poser. Il faut dire que nous sommes fiers et la solidarité qui donne le peuple burkinabé à notre pays. Et notre pays, vous savez que c'est les idées de Fidel Castro qui va demeurer pour toujours. Fidel Castro, il part, c'est son corps qui part. Sur la terre, qui n'est plus sur la terre, mais ces idées vont demeurer. Et ce sont les idées de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'impérialisme. C'est un peuple uni, l'unité du peuple qui va lutter pour sa souveraineté, pour garder son indépendance. Rappelons que Fidel Castro fut le père fondateur de la révolution cubaine. Ce jeudi 1er décembre s'est tenu un atelier de formation et d'échange au profit des membres de la Haute Cour de justice. Rappelons que cette institution a été portée sur les fonds baptismaux en 1995 et ce n'est qu'en mars dernier que les membres de la dite institution ont pris fonction. Cette prise de fonction est en rapport avec le dénouement des dossiers pendants de justice depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une juridiction composée de 9 juges qui sera appelé bientôt à ouvrir les procès sur les crimes économiques, sur les crimes de sang que notre pays a connus. C'est un procès qui est attendu, comme j'ai dit, parce que nous ne pouvons pas enjamber les cadavres de nos fils, de nos filles, pour parler de développement de ce pays, pour parler de cohésion sociale. Il faut faire la lumière sur ces actes-là. Ceux qui ont tiré sur nos fils et nos filles, ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur eux, doivent répondre devant l'histoire. Cet atelier se veut un cadre de formation afin d'outiller ces hommes de droit sur les paramètres de traitement de dossiers tels que ceux des anciens dignitaires du pays accusés de crimes économiques et de sang. Notons que parmi les magistrats affectés à cette affaire figurent des juges parlementaires, ce qui exprimerait la volonté de la Haute Cour de justice de dire le droit dans toute sa rigueur. Le Burkina Faso a célébré la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté sur le thème « Civisme et cohésion sociale au Faso » à un moment où l'incivisme sévit de plus en plus dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a saisi l'occasion pour rencontrer les premiers responsables des établissements du Burkina Faso pour échanger sur un certain nombre de points essentiels pour une éducation réussie au pays des hommes intègres. Dans le cadre de la Semaine nationale du civisme
que les établissements mènent un certain nombre d'activités pour répondre aux préoccupations liées à ce thème que pourraient avoir les élèves. Donc c'est cet ensemble de choses-là que nous voulons examiner ensemble et encourager ces premiers responsables de nos structures d'enseignement à aller de l'avant, à innover, à parfois aussi chercher les solutions, comme je l'ai dit tantôt, en dehors de l'administration, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, des Burkinabés de bonne volonté et qui ont des capacités et qui sont intéressés à faire en sorte que notre éducation vole haut. Il s'agit donc du premier responsable de notre département de nous mettre un peu à l'information sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si vous travaillez et que vous ne savez pas les lignes directrices, c'est difficile. Mais avec ces informations que nous recevons, nous pouvons donc aller à la base et puis essayer de s'organiser pour en tout cas être beaucoup plus efficace. Parce qu'actuellement, nous avons presque tous les représentants des proviseurs de toute la nation. Et les 13 régions sont représentées ici. Donc c'est pour que ce qui se passe au niveau central puisse arriver jusqu'à la base. La coordination nationale des chefs d'établissement dit prendre note des encouragements et des conseils de leur ministre de tutelle, sans toutefois manquer de soumettre quelques doléances. Vous avez déjà vu, on a parlé du corps des chefs d'établissement. Et ça, c'est une grande préoccupation à notre niveau. Et nous sommes contents de savoir que le premier responsable du département même prend ça au sérieux. On a parlé des matières dures où le circuit de distribution de commandes, c'est très lent. Et chaque fois, nous sommes à la portée des enfants qui nous titillent. Si on allège ça, je pense que c'est bien. On a parlé des infrastructures. Si on arrive à renforcer un peu les infrastructures dans les établissements, vous voyez bien que ça va marcher. S'agissant du sujet ayant attrait à la menace des grèves des professeurs certifiés de la fonction publique pour raison de non-mandatement de certains personnels, le ministre rassure que toutes les dispositions ont été prises pour corriger toute erreur relevant de son ressort. « 2004 est une année de référence pour le réseau national de lutte anticorruption. Elle marque le début de l'organisation des Journées nationales du refus de la corruption JNRC. Cette année, les JNRC sont à leur 11e édition. Face aux journalistes, le secrétaire exécutif du RENLAC a précisé que la mission première des JNRC est la conscientisation des populations et l'interpellation des pouvoirs publics. Le thème de la 11e édition des Journées nationales du refus de la corruption est intitulé « La nécessité du contrôle populaire de la gestion de la chose publique ». Nous pensons que la chose publique sera bien gérée lorsque la conscience des populations va s'élever et qu'elle va s'impliquer à faire en sorte que, en termes, j'allais dire, de contrôle, elle puisse contrôler donc cette gestion de la chose publique. Quel bilan alors peut-on tirer des éditions précédentes? La perception en fait de la population sur le degré de corruption au Burkina depuis les 3 dernières années est en train de reculer. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous regardez, vous comparez effectivement la place du Burkina dans la lutte contre la corruption dans la sous-région. Bon, nous sommes pratiquement, dans la sous-région ouest africaine francophone, nous sommes pratiquement les premiers dans le combat, donc la lutte contre la corruption. Lorsqu'on est en train de nous classer, donc nous sommes pratiquement les premiers. Lorsqu'on regarde dans la sous-région ouest africaine, anglophone et francophone confondus, donc on est parmi les deux premiers. Et quand vous prenez dans l'Afrique de façon générale, nous sommes effectivement parmi les 3 premiers. Des innovations sont au rendez-vous des JNRC 2016. Il y a une partie des activités qui sera délocalisée à Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire que les activités qu'on a l'habitude d'organiser à Ouagadougou seront organisées à Bobo-Dioulasso. Le second élément, c'est que au-delà des activités traditionnelles qu'on a l'habitude d'organiser,
telles que les conférences dans les écoles de formation professionnelle, nous avons voulu aller au plus près des populations burkinabées. Vous constaterez dans le programme qu'on a des débats, des projections de débat avec les couches fondamentales dans les différents arrondissements de Ouagadougou, mais aussi dans les différentes régions où nous avons des CRAC, les comités régionaux anticorruption. Les journées nationales du refus de la corruption serviront également de lieu d'échange et de réflexion sur l'application de la loi anticorruption. Le RENLAC convie ainsi les populations à faire de ces journées qui sont prévues se tenir du 1er au 9 décembre 2016 un succès. Dans le but de renforcer les connaissances des participants à la formation sur la validation et de montrer les défis auxquels le Burkina Faso doit faire face pour figurer sur la liste des pays accomplissant des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE, le secrétariat international du conseil d'administration de l'ITIE a mandaté Gisela Grenado pour animer des sessions de formation des membres du comité de pilotage de l'ITIE Burkina Faso ainsi que des points focaux de l'ITIE Burkina Faso dans les différentes structures administratives sur la nouvelle norme ITIE version 2016. Nous avons adopté une nouvelle norme, la norme 2016, au mois de février cette année. Et cette norme, ça couvre tout le cycle de l'or au pays. Donc ça, c'est-à-dire l'octroi des licences pour produire de l'or, la production elle-même, les revenus qui sont perçus par l'État, les revenus qui sont payés par les entreprises, la distribution de ces revenus, ainsi que la contribution économique et sociale. Donc la nouvelle norme ITIE couvre tous ces aspects du cycle de production de l'or dans le pays. Un des défis pour le comité de pilotage de l'ITIE, c'est la communication de cette nouvelle validation. Avant, nous avons parlé de pays conformes et pays non conformes avec la norme ITIE. Ceci a changé. Nous ne parlons plus de ce système binaire que nous avons vu comme un peu trop restreint, qui n'a pas reconnu le progrès du pays par rapport à la transparence dans le secteur extractif. Donc du coup, nous avons adopté, au même temps que la norme 2016, des nouvelles procédures de validation. Et dans ces nouvelles procédures de validation, nous avons quand même 4 niveaux de progrès différents. Donc nous allons parler du Burkina Faso qui a fait du progrès significatif ou du Burkina Faso qui a fait du progrès satisfaisant. Ceci prend en compte le fait que la conformité n'est pas acquis. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des améliorations que le Burkina Faso peut faire pour améliorer la transparence dans son secteur extractif. Conformément aux exigences de la norme ITIE, Gisela Grenado a encouragé les membres du comité de pilotage de l'ITIE Burkina Faso à publier au plus tard le 31 décembre 2016 le rapport ITIE 2014. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE est aujourd'hui perçue comme la norme internationale de bonne gouvernance des ressources naturelles. Elle vise à amener les populations à participer pleinement et de façon éclairée à la recherche de solutions pour une gestion efficiente du processus d'exploitation des ressources minières d'une part et d'autre part de pouvoir garantir une utilisation efficace des revenus tirés de l'exploitation minière. Kaya vibrera bientôt au rythme des festivités du 11 décembre, date marquant l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. À quelques jours de la commémoration du 56e anniversaire, la cité du cuir et du pot accueille ce jour la 3e conférence provinciale après celle inaugurale du 12 novembre. Ainsi, après Boulsa et Kongoussi, c'est au tour des Kaya d'être imprégnés et outillés sur le thème du 11 décembre, démocratie, défis sécuritaires, progrès économique et social. Le ministre d'État a fait la conférence inaugurale. Nous avons ensuite eu des conférences dans chaque province avec notamment les thématiques précises et le panel. Et ces conférences ont été l'occasion pour les populations de participer et de donner leurs sentiments.
Donc c'est pour ce même effet-là que nous sommes aujourd'hui au niveau donc, de Kaya, afin justement que les populations s'approprient la thématique et qu'elles puissent également faire remonter leurs inquiétudes et leurs préoccupations par rapport à ces questions sécuritaires, ces questions de développement économique et de progrès social. Parce que les populations en sont les premiers acteurs, elles sont également les premiers bénéficiaires. Eu égard à l'intérêt et à l'engouement des populations des provinces du Namatenga, du Bamo et du San Matenga, le comité d'organisation estime avoir atteint ses objectifs. En termes d'objectifs atteints, nous avons réussi à tenir ces conférences-là, mais plus important, il y a eu au BAM, c'est-à-dire à Kongoussi, à Boulsa et à Kaya, une telle participation en termes de qualité des contributions des populations, mais en termes également de présence des populations, que nous ne pouvons que nous satisfaire. Ça veut dire que les populations se sont imprégnées de la problématique et qu'elles ont fait sienne ces conférences-là, d'autant plus que nous le faisons dans un contexte extrêmement difficile, avec effectivement des questions économiques très dures pour les populations, mais également des questions sécuritaires, où la vigilance de tout un chacun est appelée à être au plus haut niveau. Nous bouclons aujourd'hui avec la série de conférences, mais également il y a eu les compétitions sportives. Vous avez vu que cette année, on n'a pas fait de compétitions inter-régions, mais c'était limité au niveau de la région du Centre-Nord. Et les matchs aller-retour entre les 3 provinces, déjà, ça a également suscité un intérêt, non seulement au sein du public sportif, mais également au sein de la population en général. Donc, pour un début, nous avons une grande satisfaction et nous souhaitons que ça se poursuive ainsi jusqu'à l'apothéose de la fête, c'est-à-dire la grande parade prévue pour le 11. Le comité national d'organisation s'active pour que tout soit prêt à la date butoir. Les populations, eux, attendent avec impatience ces festivités, moments de réjouissance, de rencontres, de cohésion, mais aussi de retombées économiques. Alors il y a un programme national et il y a un programme régional. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous arrivez donc à homogénéiser ces deux programmes? Oui, effectivement, il y a un programme national dont le programme régional là aussi tire son contenu maintenant du programme national. Le programme national qui prend en compte toute la nation entière, tout le Burkina Faso entier, c'est-à-dire qu'aucune région n'est épargnée. Donc chaque région maintenant pour son développement doit tirer maintenant son contenu, son substance maintenant du programme national. Vous êtes très proche des populations, vous pouvez nous dire un peu l'état d'esprit des Kayalais à l'approche de cette fête d'indépendance. Est-ce qu'ils vivent la chose réellement? Bon, vous voyez que côté mobilisation, on n'en parle pas. C'est-à-dire que même les villages les plus reculés savent que la fête doit se passer à Kaya. Si vous voyez au départ, on voulait nous l'arracher, mais on a tout fait quand même, on s'est mobilisé pour la retirer. Donc depuis 2 ans, on est mobilisé maintenant pour que la fête se passe bien. Et si vous avez vu aussi, et pendant la réalisation de certaines infrastructures, bon, la population même s'est levée, ils ont eu des erreurs à certains niveaux et c'est la population même qui a interpellé les entrepreneurs maintenant suite à leur œuvre. Donc ça veut dire que la population suit de près tout ce qui se passe maintenant à Kaya au compte du 11 décembre. Est-ce que vous, en tant que maire, vous êtes satisfait du niveau des réalisations? C'est-à-dire d'un point de vue retombée bénéfique, est-ce que vous êtes satisfait? Bien, c'est-à-dire que moi c'est une immense joie pour moi en tant que maire de la commune de Kaya d'accueillir une grande manifestation d'envergure nationale. Donc ma joie est d'autant plus grande de voir quand même toutes ces infrastructures se réaliser au niveau de la commune au compte de la région. Non seulement il y a pas mal d'infrastructures, il y a la salle polyvalente, il y a la place de la nation, le stade régional et bien d'autres, passant par la voirie. On a eu, à l'occasion de cette fête-là, 33 km de victimes. Donc on doit quand même remercier Dieu pour ça. Parce qu'au départ, depuis 2 ans et puis cette année, ça a pu se tenir. Donc la population n'avait pas conscience de la réalité de la chose. Mais je profite de votre micro pour témoigner la reconnaissance de la population auprès maintenant du chef de l'État et de son gouvernement pour les efforts fournis maintenant pour que cette fête-là soit une réalité dans la région du Centre-Nord. Donc par la suite, j'invite toute la population à réserver un accueil chaleureux à nos illustres hôtes qui vont effectuer le déplacement. Et je les invite aussi à s'investir pour faire de cette fête-là une réussite totale.
danse, chant, la musique du terroir est mise en valeur à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Et c'est à l'occasion de la semaine culturelle et sportive intitulée Secus 2016. Les soirées du 25 et 26 novembre ont été des moments d'intense louange et d'adoration, mais aussi d'enseignement. L'ancien ministre de la Culture et du Tourisme a donné une conférence sur la place de la musique traditionnelle dans l'église. Et Dieu peut être loué dans toutes les cultures du monde. Dieu peut être loué dans toutes les langues du monde. La preuve, on dit que c'est lui qui a créé tout. Si nous sommes convaincus, si nous sommes croyants et nous sommes convaincus que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui aussi donc qui a permis qu'il y ait ces cultures, qui a permis qu'il y ait ces musiques traditionnelles, qui a permis qu'il y ait ces instruments variés. Donc, commençons par rapport à ce que nous pouvons lire dans les Écritures saintes, à reconnaître que tous ces instruments, toutes ces musiques traditionnelles-là, c'est grâce à Dieu que ça existe. Et que donc, nous devons les utiliser, chacun dans sa région, chacun dans sa langue, pour louer le Seigneur. Je suis convaincu qu'il y a de la bénédiction là-dedans. Tout comme le conférencier, la marraine a invité les chrétiens à s'approprier de leur culture. Quand moi j'entends les instruments de musique comme ça qui jouent, au-delà de la voix, les instruments m'incitent à glorifier Dieu. Disons que c'est la louange avec notre culture, les tam-tams, les tambours, les kémas. De ce jour, on pense que c'est dépassé et on voit que ce n'est pas dépassé. On peut louer le Seigneur avec notre culture, avec ce que nous avons. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher des instruments pour venir louer le Seigneur. Rien que taper les mains, ça peut être quelque chose. La Bible nous le recommande d'ailleurs. Taper les mains, danser, jouer des instruments pour la gloire de Dieu. Secus 2016, la semaine culturelle et sportive de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage est à sa 4e édition. Et le thème retenu cette année est « Adorer dans sa culture de l'usage de la musique traditionnelle dans nos églises ». Dimanche 27 novembre, notre équipe a effectué un tour du côté de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin. Un culte assez spécial car coïncident avec la clôture de la 4e édition de la Secus, semaine culturelle et sportive. À la suite de la prière introductive du culte, ce fut les prestations des différents groupes et chorales de l'église. Ensuite, s'en est suivi la prédication de la parole de Dieu par le docteur Eli Koumbem, qui n'a pas manqué de marquer la différence qui existe entre la louange et l'adoration. Selon lui, la louange est une habitude, tandis que l'adoration une attitude. Après l'écoute du message divin, place aux prestations des groupes conviés à cette 4e édition de la Secus. Ils sont essentiellement venus des villes de Kaya et de Koudougou. Des groupes utilisent entièrement des instruments traditionnels pour célébrer le grand Dieu, d'où le thème « Adorer dans sa culture, l'usage de la musique traditionnelle dans nos églises ». Dans la parole de Dieu, on voit que les saints d'autrefois en Israël et puis ceux qui ont suivi dans les églises, dans ces différentes expressions, ont loué le Seigneur avec leurs instruments, c'est-à-dire les instruments traditionnels, les instruments qui étaient propres à chaque culture. Je crois que l'introduction des instruments de musique fait du bien. Et je pense que même s'il y a des gens qui ont des choses à redire, bon, c'est quand même l'activité humaine est toujours imparfaite. Mais je crois que si on le fait de tout cœur, si on le fait ayant pour objectif de glorifier le nom du Seigneur, en tout cas, ça va faire que l'œuvre de Dieu va avancer. Le bilan que nous faisons, c'est un bilan satisfaisant, parce que nous avons pu regrouper tous les groupes et chorales qui étaient invités. Et en plus donc de cela, beaucoup d'âmes se sont converties. On a eu des âmes qui sont converties. Donc nous disons que le bilan est très positif.
Pour cette sécus, la marraine, à la personne de Germaine Didouemba, malgré ses contraintes de santé, a tenu à être présente et nous a gratifié de quelques notes vocales qui lui a valu dans un passé plus ou moins récent le tour du monde. En outre émue, elle n'a pas hésité à prodiguer quelques conseils à ses filleuls constituant la jeune génération. Ce que je demande aux petits frères, c'est que je demande aux plus jeunes encore d'apprendre à jouer aux instruments. Parce qu'il y a beaucoup qui apprennent les guitares, l'orgue et puis les autres instruments venus d'ailleurs. Mais il n'y en a pas beaucoup qui apprennent à jouer au bendre, au lunga, au kema ou au wama. Je conseille de revenir à ça et d'apprendre. Et si on pouvait demander à des gens de nous apprendre ou d'apprendre à la jeune génération le langage des instruments, le langage du bendre, le langage du lunga, pour que en jouant, on ne joue pas seulement le rythme, mais qu'on joue aussi en parlant au Seigneur ou en nous adressant à ceux qui nous écoutent. À cette 4e édition, ce sont les groupes Wawende de Nandjala, de Nayalken, de Kaya, le groupe Saksida de la Padoua et Samuel de Soum qui ont tenu en haleine le peuple de Dieu dans des moments de louange. En attendant la prochaine édition, notre culte dominical s'est achevé sur des notes musicales à la satisfaction de tous. La 3e édition du Festival international de musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou a tenu ses promesses les 25, 26 et 27 novembre à travers des prestations de plusieurs artistes burkinabés mais aussi ceux venus de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Pour la promotrice du festival, c'est un ouf de soulagement de voir aboutir une fois de plus ce projet. L'importance de ce festival, c'est amener les artistes et les chorales à s'unir, à parler une même parole et aussi aux artistes qui viennent d'ailleurs, de savoir que les problèmes qu'ils traversent là-bas, nous les traversons aussi et c'est ensemble la main dans la main que nous pouvons changer le monde. Et en adorant Dieu, en louant Dieu, on tire la bénédiction, la grâce de Dieu dans sa vie et dans sa nation. Le parrain à la personne du docteur Eli Kombem indique que c'est suite à la persévérance et au dévouement de la promotrice pour l'œuvre du Seigneur qu'il a accepté parrainer cette initiative louable. Nous avons vu en elle une femme porteuse d'espoir. En la FAMA, une organisation porteuse d'espoir pour beaucoup de missionnaires qui sont éloignés, qui sont vraiment enclavés et en tout cas la FAMA va jusqu'à eux. Les artistes venus des pays voisins s'étaient assistés pour leur première fois à ce festival, mais d'autres ne sont pas à leur première participation. Pour tous, le constat est unanime. Cette fois-ci, le festival a repris vraiment sa place réelle, parce qu'un festival, c'est vraiment un temps de partage, et ça se fait aussi, c'est un plein air où c'est ouvert au grand public, et c'est vraiment un élan aussi de solidarité. Je suis très content pour ce festival, car j'ai vu vraiment le Seigneur au rendez-vous et tout le décor qui était ici, le podium, le peuple burkinabé, vraiment, je suis très fier, je suis très content. Je suis très ravi de ce festival, parce que je vois que tout va bien. Et il y a quelque chose que je dois dire, et que il faut vraiment de la persévérance pour toutes choses, surtout les organisateurs. Il faut qu'ils persévèrent. Et je sais qu'encore à la prochaine édition, cela veut dire à la 4e édition, je crois qu'il y aura un boom. Notons qu'en marge de ces concerts plein air, une conférence a été donnée le jeudi 24 novembre sur le thème du 3e FIMSCO, impact de la louange et de l'adoration dans la vie d'une nation. Pendant 3 soirées, des chantres et plusieurs autres groupes musicaux ont embelli cette édition par leurs prestations au grand bonheur du public. En outre, le FIMSCO découle du FAMA, œuvrant ensemble en vue de soutenir les missionnaires évangéliques au Burkina Faso et en Afrique.